Check. Un peu mieux. Alors bonsoir, je m'appelle Julien Deléan, je suis responsable des développements mobiles chez Winamax et je suis d'EPITA 2004, donc un vieux de la vieille. Et comme vous pouvez vous douter, je fais une majeure SRS, voilà. Comme quoi ça mène à tout. Je suppose que la plupart d'entre vous êtes en Agen. Ouais. Je compatis. Voilà. J'y suis passé et on en ressort plus que grand riche. Enfin, je vous en parlerai à la fin. Donc la petite présentation, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé chez Winamax au niveau des développements mobiles ces 3 dernières années. D'un point de vue vite fait ce qu'on a fait et puis au niveau technique, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais au moins les décisions qui ont été faites et voir un peu l'écosystème auquel on était confrontés. Donc vite fait, voilà, les stratégies, les fonctionnalités, les contraintes d'une application mobile chez Winamax, les différentes plateformes sur lesquelles on a été, et notamment avec un petit focus sur HTML5. Donc la stratégie mobile, vite fait, chez Winamax, du coup, Winamax est une entreprise franco-française qui a eu son agrément pour faire du poker en France dès la loi en 2010. Donc Winamax, on est une centaine de personnes, 85. Et là, actuellement, on est maintenant leader du marché en France avec à peu près 40% de part de marché. Devant PokerStar qui est la tentacule mondiale et planétaire, et c'est le seul pays en France où ils ne sont pas leaders. Donc, et ce succès, c'était de 2 phases, le marketing qui a bien marché, je pense que vous avez tous vu les pubs à la télévision, une belle exposition, et aussi les produits techniques, et notamment la partie mobile. Donc rapidement après l'ouverture du marché, on est arrivé sur l'App Store, en version juste for fun, parce que Apple ne voulait pas qu'on sorte en argent réel. Rapidement, on est sorti en argent réel sans leur dire, c'était plus simple. Ensuite, l'année d'après, rapidement, on est aussi sorti sur Android. Et puis, on a amené des fonctionnalités de multitabling pour jouer plusieurs tables. On est monté en compétences et du coup, ça fait le succès. On a plus d'1 million de downloads. C'est utilisé par 30% de nos utilisateurs. Et puis là, depuis la semaine dernière, on est sorti sur Windows Phone, une première mondiale. C'est le seul jeu d'argent qui existe sur la plateforme Windows Phone au monde. On y est depuis vendredi et on est assez fiers. Au début, c'était juste un outil marketing, clairement. L'iPhone, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, ça va faire... Pour l'ouverture du marché, plutôt qu'à choisir PokerStar ou n'importe un concurrent, tiens, on va aller chez Winamax parce qu'il y a une application mobile, même si j'y jouerai jamais, au moins j'aurai la possibilité de le faire. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui a un peu changé les habitudes des gens. On a créé des nouvelles façons de jouer. C'est-à-dire que les gens commençaient à jouer en allant chez eux, s'inscrivaient sur un tournoi, commençaient le tournoi depuis leur mobile. Ils arrivaient chez eux, ils se mettaient devant leur ordinateur pour continuer le tournoi et ils le finissaient dans le lit avec l'iPad. En gros, on a vu qu'il y avait des tournois, des longues sessions qui jouaient sur tous les périphériques. Ensuite, la cible, nous, on a des joueurs récréatifs, donc des gens qui jouent une fois de temps en temps, et des vrais hardcore joueurs. Du coup, on les suit partout. L'iPad, les tablettes amènent un côté détendu et assez fun. Et pour celui qui joue tout le temps, c'est toujours à sa disposition. Et on a créé aussi ce qu'on appelle le OnLive, une série de tournois où les gens jouent sur iPad, mais l'un en face de l'autre. C'est quelque chose qui ne se faisait pas beaucoup, ce qui permet notamment de jouer en face à face, quelque chose qui, je ne sais pas si vous avez déjà joué au poker, mais quand on joue en face à face, on passe son temps à mélanger les cartes pour le coup suivant. C'est horripilant. Et là, du coup, on pouvait avoir la technologie de pouvoir jouer plein de mains rapidement et se regarder droit dans les yeux, le trash talker, l'insulter, tout ce qui va avec le poker. Alors chez nous, les fonctionnalités et les contraintes, on est un jeu d'argent. Du coup, on n'a pas le droit au bug, parce que directement, c'est un impact, le joueur perd de l'argent, on doit le rembourser, en termes d'image, c'est impossible. Donc du coup, c'est le serveur qui fait autorité, un client, c'est tout ce qu'il y a de plus con, ça sert juste à afficher et à dire ce que le joueur veut faire. On a tendance à, de notre côté, si le client doit faire une addition, c'est que c'est trop. L'addition, c'est le serveur qui lui fait, qui lui donne le résultat. Ensuite, la contrainte de réseau mobile, quelque chose qui est assez compliqué, les connexions, déconnexions, surtout quand vous avez 5 connexions en parallèle, c'est quelque chose qui est assez dur à appréhender dans les jeux en temps réel, en mode connecté.
La gestion des ressources aussi sur les périphériques, même si maintenant sur les derniers téléphones, on se retrouve presque avec un PC quad-core. Enfin voilà, à l'époque, on était sur des iPhone 3GS. C'était les premières générations d'iPad. Autant dire que les octets mémoire étaient comptés, que les tailles d'image aussi. Donc ça faisait partie des contraintes et surtout l'ergonomie. C'est-à-dire comment réussir à jouer le poker de façon agréable sur un écran où il n'y a pas de place et il faut mettre 10 joueurs. Et c'est compliqué et ça faisait partie des contraintes. Sur la plateforme iOS, on a fait du développement natif, donc pour être dans les premiers, on l'a sorti tout de suite, ça a bien vécu, c'est celle qui est encore le plus utilisée chez nous, c'est donc la priorité stratégique. Vite fait un retour d'expérience, je ne sais pas si vous avez déjà fait du dev pour mobile, le SDK d'Apple et l'environnement, c'est la Rolls-Royce. Enfin, il y a tous les outils, c'est vraiment très très agréable de coder dessus, il y a dans toute l'analyse de leak, de performance, enfin, c'est très simple. En plus, les SDK sont améliorés, maintenant ils font tout pour vous. Enfin, c'est vraiment, les devices sont tous les mêmes, il n'y a pas de soucis, enfin, c'est vraiment quelque chose qui était assez simple et on est assez vite monté. Le client iPhone, le premier client, on l'a fait en 3 mois. Donc pour vous donner à deux, un autre Epita, c'était mon binôme de l'école à l'époque, pour vous dire qu'on peut vite avancer alors que c'était notre deuxième projet iOS. Enfin, voilà, c'était vraiment... Après, maintenant ça s'est un peu amélioré, mais le gros souci d'Apple, c'est que c'est un milieu fermé, où c'est eux qui ont autorité sur les applications. S'ils ne veulent pas que vous fassiez de l'argent réel, vous en faites pas. Il n'y a pas de possibilité, sauf avec des jailbreaks, mais ça c'est pas pour le grand public, donc ça ne nous intéresse pas, de sortir des applications si eux ne sont pas d'accord. Bon, après nous... On est passé entre les lignes, en gros on leur a dit à chaque fois, on fait des mises à jour, on leur disait c'est de l'argent virtuel, c'est de l'argent virtuel, c'est de l'argent virtuel, c'est de l'argent... Et c'est passé. Les tests sont assez légers. Par contre, au bout d'un moment, ils s'en sont rendus compte. C'était en 2012, début 2012, et ils nous ont bloqués pendant 6 mois. On ne pouvait plus faire de mise à jour. Et là, du coup, vous êtes pieds et poings liés. Donc, si vous faites un business, notamment, il y a App Gratis, si mes souvenirs sont bons, où ils se sont fait jeter de l'App Store. Leur business plan, c'était uniquement l'App Store. Ils se sont fait jeter, ils sont morts. Enfin, quand vous allez sur ce genre de device, vous liez quand même très fortement avec le bon vouloir d'Apple. La plateforme Android, on a historiquement déjà un client sur les PC qui est de l'AS3, sur Adobe Air. Du coup, il était assez simple de faire un petit portage parce qu'il est possible sur Android d'embarquer la VM et de faire tourner dessus. Donc c'était juste les interfaces qu'on a réduites, adaptées. Après, ça reste assez lent. Mais voilà, c'était une plateforme qui commençait à grossir, on ne pouvait pas passer à côté. On l'a fait au minima parce qu'on voulait une présence. Maintenant, on commence à vouloir l'améliorer. Le retour d'expérience sur le SDK, j'ai pas beaucoup d'avis parce qu'on l'a pas utilisé, parce qu'on faisait un portage depuis la S3, mais l'hétérogénéité des devices, c'est très compliqué. On parlait de Jenkins tout à l'heure, ce genre de choses où on a envie de faire de l'intégration continue, vérifier, etc., que ça marche bien, vous ne pouvez pas valider que votre application marche sur tous les Android. Ou sinon, il faut avoir un petit budget. Mais c'est pas possible. Maintenant, le gros avantage, c'est que les stores, il y en a plein et que c'est ouvert. Nous, on s'est fait jeter du Google Store parce que le gambling est interdit. On y était pendant 1 mois et demi, on était les seuls, on ne comprenait pas pourquoi. Au bout d'1 mois et demi, on a compris. On s'est fait jeter, mais c'est pas grave. Il suffit d'autoriser les applications tierces dans les préférences, ça s'installe, on est libre. Donc voilà, le fait que ce soit un périphérique ouvert vous donne une liberté totale pour pouvoir toucher vos utilisateurs. Donc ça, c'était les deux plateformes. Donc du coup, tout à l'heure, je parlais du blocage de Apple. Ça représentait presque 10% de notre chiffre d'affaires. Donc on commençait à se sentir un peu mal. PokerStar commençait à sortir son application. On voulait, voilà, donc du coup, le fondateur de Winamax est venu me voir. Il m'a dit, bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on tourne sur iPhone sans que ce soit une application, pour qu'on puisse tourner dans le navigateur. Donc il m'a dit, bah, faut faire du HTML5 et faire du JavaScript. Je pense que ma tête, c'était à peu près ça. Un client en JavaScript, ok. C'est quoi le plan? Moi, JavaScript, pour moi, c'est un truc qui sert à faire des regex pour valider des formulaires, que c'est bien l'adresse email, c'est tout ce que je sais faire. Et donc là, c'était donc en 2012, début 2012. Donc on est monté en capacité, on a étudié l'écosystème, et donc on a commencé notre application en HTML5, CSS, JavaScript.
parce qu'on sentait aussi que clairement toute l'industrie était en train de faire un virage assez important là-dessus. Bon, je ne vais pas vous l'apprendre, vous suivez un peu ce qui se passe et plus ça va, plus il y en a. Surtout qu'on nous promet une compatibilité multi-browser, hein, et depuis qu'il y a HTML5, il y a une chose qui a sauvé tous les développeurs web, c'est que maintenant IE6, on s'en fout. Donc c'est quelque chose qui est comme très agréable de pouvoir se défaire de ces vieux navigateurs. C'est évidemment une technologie libre, et ce qui nous a permis, nous, d'aller sur cet écosystème, c'est qu'apparu les WebSockets qui permettent de pouvoir faire des communications dans les deux sens avec un serveur et plus faire du long polling en Ajax. Et donc du coup avoir vraiment une interactivité, parce que sur un client, les informations viennent du serveur, et la plupart du temps sur un jeu de poker, c'est lui qui nous dit tel joueur a joué, tel joueur a joué. À part les quelques actions que vous avez, c'est que de la communication serveur vers le client. Du coup, sans les WebSockets, c'est un peu compliqué, donc c'est ce qui rendait ça possible. Et donc du coup, oui, ça nous permettait de faire des web apps disponibles hors des stores. Alors, du coup, JavaScript, je ne sais pas si vous en avez fait, vous, pour du développement un peu plus que du site web, un peu plus qu'avec jQuery. Clairement, c'est un langage qui a peu de contraintes, un peu trop de contraintes, enfin, un peu pas assez de contraintes. Il n'y a pas de type, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez lui mettre des méthodes au runtime, il y a moyen de faire des choses vraiment très sales, pratiques, mais sales. C'est un langage qui est à la base non-objet. Il n'est pas fait pour être objet. Alors après, vous verrez plein de choses qui le triturent dans tous les sens pour essayer de faire de l'objet. Je vous invite à vous regarder vite fait comment c'est codé. Vous verrez comment est codé le super pour que développeur C, C++, enfin développeur objet, on retrouve notre super pour appeler les classes supérieures. Quand vous verrez comment c'est codé, vous en passerez. C'est vraiment des choses où il faut éviter de tirer le JavaScript pour faire ce qu'il n'est pas fait pour. Enfin, l'objet, c'est une petite partie, mais faire l'objet avec une hiérarchie profonde de classes, avec des super, c'est pas fait pour ça. Les moteurs sont assez au point dans les browsers, avec V8 notamment. Enfin, maintenant, ça commence à dépoter. Vous pouvez faire plein de choses en JavaScript. Les moteurs sont assez performants pour vous laisser faire plein de choses et de façon très rapide. Et surtout, l'écosystème est en train d'exploser dans tous les frameworks. Alors maintenant, il y en a plein, qui mâchent un peu le travail, qui mâchent trop le travail, pas assez. Enfin, il y a vraiment tout un écosystème qui est en train de se monter. Maintenant, l'environnement de développement, c'est un peu compliqué. Il y a les Chrome DevTools qui permettent d'investiguer un peu ce qui se passe, d'aller voir ce qui se passe dans le navigateur. Mais ça reste, quand on a l'habitude d'avoir un vrai environnement de développement, avec de la complétion, avec ce genre de choses, et puis surtout avoir du vrai debug, quand vous vous retrouvez à utiliser IE10, vous êtes dans le noir. Voici les frameworks qu'on a, nous, décidé d'utiliser. Ils ne sont pas exclusifs, mais quasiment. On utilise Zepto, qui est l'équivalent de jQuery, en étant un peu plus rapide, optimisé, et qui s'occupe juste du DOM. On ne lui demande pas de gérer tout ce qui est asynchronisme, etc. C'est vraiment quelque chose qui est juste fait pour le DOM, pour aller taper vos divs et écrire dedans. Ensuite, il y a Require.js, qui est quelque chose qui est vachement important pour votre projet. Quand on se retrouve, nous, notre projet, ça représente à peu près, il y a un peu plus de 20 000 lignes de code dans plus d'une centaine de fichiers. Ça permet de répartir dans plein de fichiers, chacun gérer les dépendances, vous les déclarez, et c'est lui qui s'occupe après de les inclure dans le bon sens pour que tout vous buildez. Vous n'avez plus qu'à la fin un seul et beau fichier, ou des petits packages, ou vous les laissez tous et ces appels toutes les dépendances au fur et à mesure que vous les utilisez. Ça vous permet de ne pas tout concevoir dans un même fichier. Ensuite, il y a Underscore qui permet de manipuler les données, les collections. Maintenant, les navigateurs, les langages récents, par exemple le for each, existe maintenant dans JavaScript, ce qui n'était pas le cas avant. Et Underscore, c'est quelque chose qui vous permet d'utiliser toutes ces fonctions-là. Si elles existent dans le navigateur, il les appelle, sinon il le fait lui-même. Donc ça permet d'avoir attaquer les collections de manière un peu sympathique. Sass, qui est un générateur de CSS, il y en a plein, il y a Less, il y en a... Parce que le CSS, si vous en avez fait un petit peu, vous vous rendez compte qu'il manque quand même une chose qui s'appelle une variable. Quand vous avez une couleur et que vous voulez mettre partout, et que mettez-la-moi dans une constante... Enfin voilà, donc là ça vous permet justement d'avoir ça... Pardon ? Non ? Oh pardon, excusez-moi. Ensuite, il y a GED qui vous permet de gérer la localisation. Donc
Vous déclarez vos traductions, parce que notre application est donc disponible en anglais et en français. Donc vous avez vos clés, et c'est lui qui s'occupe de prendre les traductions et les afficher pour vous. Ensuite, il y a Mocha et Node.js qu'on utilise, mais pas... parce que pour l'instant, beaucoup de gens commencent à utiliser Node.js, on en reparlera, mais je vous encourage vraiment à regarder ça de très près. Mais nous, on s'en utilise juste pour faire nos tests unitaires et nos builds. Donc ça permet de pouvoir faire un Mocha des tests unitaires et pouvoir les run dans un navigateur-like qui, du coup, Node.js nous permet d'exécuter du JavaScript et vérifier que nos tests unitaires passent. Ensuite, on a tout un truc pour builder qui, lui, est fait en Ruby, mais voilà, c'est deux parties importantes de l'application. Et ensuite, il y a Google JS Linter et Closure Compiler qui permet d'un côté de mettre une norme au développement, de vérifier qu'il y a bien un point virgule, function clean, ce genre de choses. Et le compiler vous permet assez simplement de pouvoir mettre du pseudo-typage. Vous mettez en commentaire dans vos fonctions, vous allez dire bah ça j'attends un int, là j'attends une string. Et lui automatiquement, suivant votre code, il est assez fort pour voir ce que vous assignez dans les variables, faire attention, là tu vas m'envoyer une string alors que j'attends un int. Donc ça fait presque une compilation. Après dans le langage, lui, c'est juste en commentaire, ça permet de métatyper vos données. Et surtout, ça permet de le réduire, de le minimifier, et de le rendre peu lisible, ce qui est important pour la concurrence, mais surtout qui permet d'accélérer l'exécution et bien sûr la taille que prend le JavaScript. Donc pour l'instant, il y a encore quelques limites à ce langage pour faire des applications d'envergure comme la nôtre, qui est un client de jeu avec très fonctionnel et qu'on veut rendre sexy comme une application native. Les connexions mobiles, déjà c'est assez compliqué à gérer, et le caching, c'est-à-dire si vous avez des grosses applications et vous devez à chaque fois aller télécharger vos JavaScript. Il y a des mécanismes de cache en local mais qui marchent très très mal quand vous voulez garder les JavaScript, mais vous connectez quand même à un serveur, il est un peu perdu. Ça, on l'a résolu en utilisant PhoneGap, qui vous permet de builder des applications natives en vous mettant une WebView et les fichiers et exécuter dedans. Donc ça permet de voir une appli native entre guillemets, mais qui exécute un moteur qui est un moteur de rendu web. Du coup, nous, nos fichiers, ils sont bundlisés, ils sont mis dans un bundle et on n'a pas ces problèmes maintenant d'aller chercher les fichiers distants. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire si on avait voulu faire directement dans le navigateur. Donc ces problèmes d'aller chercher les JavaScript à chaque fois, ça peut être quelque chose d'assez contraignant. Donc l'environnement de développement, j'en ai parlé, ça s'améliore de semaine en semaine, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. La gestion mémoire est très compliquée, c'est du garbage collecting, avec le système de closure, enfin je peux rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est assez touchy pour être sûr que l'empreinte mémoire n'est pas trop grosse. Et le plus gros problème reste quand même le moteur d'affichage. Nous, notre moteur de jeu est tout fait en CSS. On n'utilise pas de Canvas parce qu'en 2012 sur les téléphones ça marchait très mal, c'était très gourmand en batterie, donc on l'a abandonné, on l'a fait en CSS et là on commence un petit peu à galérer pour faire des belles animations de transition entre tables, ce genre de choses. On voit que le CSS n'est pas fait pour ça, on s'en est sorti mais on commence à sentir les limites. Alors après il y a le Canvas qui est un objet où vous dessinez dedans directement comme dans les applications natives en gros. WebGL qui est en train d'arriver et qui vous permet d'exécuter de l'OpenGL, qui n'existe pas trop encore sur les mobiles, mais clairement c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur. On va se retrouver bientôt à avoir beaucoup de 3D dans les sites, en tout cas en module, et du calcul de 3D ou du calcul 2D en utilisant WebGL, parce que du coup il part directement à la carte et permet plein d'accélération graphique qui est compliqué à faire dans le Canvas. Et le SVG, bon, qui permet de faire du vectoriel, mais qui est aussi, lui, aussi très gourmand en ressources, notamment batterie. Le cross-browser qu'on nous promet, c'est quelque chose qui est presque là, qui n'est pas encore tout à fait là, mais qui commence à vraiment avoir une réalité. Et la maturité de l'industrie, c'est encore juste. Ça commence vraiment, mais quand on a commencé à utiliser le WebSocket en 2012, on s'est rendu compte, on utilise en plus nous des WebSockets sécurisés, donc over SSL. Et on a eu des soucis de plantage, on faisait cracher Safari et on se rendait compte quand on googlait nos problèmes qu'on était les seuls au monde à l'utiliser. Enfin, c'était que les développeurs qui parlaient des WebSockets sécurisés. Et pour vous dire, en gros, les WebSockets, nous on a arrêté de s'en servir. Vu qu'on peut maintenant utiliser PhoneGap en mode natif packagé,
On a fait un pont et on fait de la partie native, on fait toutes les communications dans des sockets, des vrais sockets. Et il discute avec le JavaScript pour toutes les données à envoyer, à recevoir. Parce que notamment sur Safari, ça crache et vous êtes obligé, à chaque fois que vous parlez à une socket, que ce soit pour vérifier son état, pour l'ouvrir, pour écrire dedans, pour lire, à la mettre dans un set timeout de 0. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais pour qu'il le fasse au tic d'après. Parce que si vous le faites en temps réel au moment où elle vous dit je suis prête à écrire, t'écris dedans, ça crache. Enfin, pas tout le temps, mais de façon complètement erratique. Enfin, pour vous montrer que c'est encore pas assez mûr, mais qu'il y a il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses. Les perspectives, c'est notamment, il commence à y avoir, j'ai vu que demain matin, au lever du soleil quasiment, il y aura une conférence sur TypeScript. Donc c'est un langage qui est initié par Microsoft. Le pendant, c'est Dart, qui est un langage qui est fait par Google et qui essaye de réparer les problèmes de JavaScript en faisant un langage plus typé, mieux fait, mieux pensé, et qui a la possibilité de se compiler en JavaScript. Ce qui permet à plein de développeurs qui ne sont pas habitués à faire du JavaScript et qui aiment avoir des données typées d'écrire dans un langage propre et de le compiler. Alors, j'ai toujours un peu de mal avec le fait de compiler un langage dans un autre langage, quand c'est pas de l'assembleur derrière, surtout pour l'interpréter. Mais Dart a l'air de faire les choses bien, et pour plein de cas de figure, de benchmark, il est supérieur. Le code généré par Dart est supérieur au code fait manuellement. Il y a parce que c'est typé, il arrive à faire plein d'optimisations dans le code que vous, humains, vous n'êtes pas capable de faire. Et il commence à y avoir, notamment dans Chromium, des VM Dart pour directement exécuter du Dart, comme à la belle époque du Flash. Et Firefox commence à s'y intéresser aussi, donc ça pourrait être peut-être un des langages qui risque d'émerger. Ensuite, les stores se multiplient, et notamment les OS aussi. Il y a Chrome OS qui est là, et il y a Firefox OS. Et dans ces environnements-là, vous ne pouvez faire tourner que des applications, notamment, enfin pour Chrome OS en tout cas, en HTML5. Donc si vous voulez toucher des utilisateurs qui utilisent Chrome OS, le natif, c'est du HTML et du JavaScript. Donc il va falloir forcément passer par là si vous voulez toucher tout le monde. Les devices téléconnectés, etc., j'en parlerai peu parce que c'est peut-être pas une réalité de marché très importante. Mais la solution hybride, ce que j'ai exposé avec PhoneGap, qui mériterait une conférence à lui tout seul, est un des optiques. Donc HTML5, un langage pour les gouverner tous, encore plus parce que grâce à Node.js, qui est du coup du JavaScript côté serveur, qui vous permet d'avoir la même chose dans votre client, dans votre serveur, de communiquer entre les deux, tout en JavaScript, ce qui un peu révolutionne la façon de concevoir les applications et de répartir les équipes. Dans un front-end, back-end, dans une répartition logique des équipes, le front-end s'occupe du client, le back-end il lui envoie des données, entre les deux c'est une socket. Là ça devient un peu plus les mêmes équipes qui vont s'occuper du front-end du client et de ce qui va lui être adressé, et c'est ensuite que le back-end intervient, ce qui permet de tout ce qui est les modèles, les structurer, les enrichir, peut être complètement adapté par rapport aux besoins du client. Et c'est la même équipe qui écrit ces modèles en JavaScript et qui communique avec son client. Et ensuite, c'est le back-end qui fournit ses données, avec les bases de données, avec tout ce qu'il y a. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, en plus, au niveau Node.js, ça mériterait lui aussi une conférence à part entière. Au niveau performance, entrée-sortie, que ce soit pour les écritures de base, pour les connexions, c'est une formule. Je vous encourage vraiment à regarder ça pour tout ce qui est relation client-serveur, que ce soit web ou même applicatif. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. C'était juste une vue globale de la vie chez Winamax et les projets qui sont succédés. Et cette réalité du marché qui est en train de s'imposer, des développements mobiles qui font maintenant partie entière de toute offre de marché, que nous on a pris la décision de partir vers HTML5 CSS, que cette version qui est sortie sur Windows Phone vendredi va bientôt remplacer celle d'Android, remplacera à terme celle d'iOS, et pourquoi pas remplacera celle qu'on a sur desktop un jour. On a vraiment l'assentiment que c'est le langage qui va unifier et qui va suivre cette convergence entre mobile, tablette, portable, et que ça fera tout. Pour tous vos projets, je vous encourage à vraiment vous tenir au courant de ce qui se passe, notamment tout ce qui est Node.js, Backbone, Marionette, enfin, tous ces frameworks que les gens commencent à vous y intéresser, tripoter, et même si vous n'êtes pas amené à le manipuler, vous aurez forcément confronté à ce genre d'architecture.
Si vous avez des questions, ouais, peut-être vite fait chez Winamax, combien de temps il me reste? Juste, je suis pas là pour vendre Winamax, juste pour vous dire qu'on est une trentaine de techniciens, là où dans d'autres boîtes ils sont 300. Dans ces 30, on est 8 épicéens. C'est pour ça que je suis là. Je suis un ancien, mais c'est aussi parce que et c'est pour ça qu'on sponsorise la nuit de l'info, c'est que c'est quelque chose qui chez nous parle, dans le sens où des boîtes comme ça, des startups qui montent, ils cherchent des gens compétents et qui savent coder et qui savent ce qu'il y a jusqu'à l'octet dans la mémoire. Et mon vécu de ces 10 dernières années, c'est qu'ils sont rares, vraiment. Et ici, pour vous, ça peut vous sembler normal. Enfin, moi, je suis sorti, je ne savais pas à quel point je savais des choses. Je me suis rendu compte par rapport à arriver sur le marché que c'était précieux. Et donc c'est pour ça qu'on aime bien cette école, parce que on ne cherche pas de chef de projet. Chez nous, tout le monde est un peu chef de son projet et indépendant, fait des fonctionnalités, implémente, recette, enfin voilà. On n'a pas de rond de cuir. Et c'est pour ça qu'on a réussi à rester que 30, à monter une plateforme qui est maintenant reconnue comme équivalent à celle de PokerStar, alors qu'ils ont 15 ans d'avance sur nous, au niveau mondial, à une trentaine de personnes, ce qui en 3-4 ans, enfin en rien du tout. Ne perdez jamais le goût du code. Même si un jour vous êtes voué à juste gérer des projets, etc., les profils qui savent développer et qui aiment ça et qui ne cherchent pas à juste manager des gens sont hyper rares, et il y a plein d'entreprises qui sont prêtes à bien les rémunérer, vraiment. Et c'est pas parce que vous ne montez pas et que vous ne venez pas manager que vous serez mal payé, parce qu'au contraire, votre expertise, votre savoir-faire et votre polyvalence sur les technologies, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur réelle sur le marché. Et c'est, enfin, j'étais sysadmin, je suis devenu développeur, j'ai fait de l'iOS, maintenant je fais du JavaScript. Cette école vous apprend à apprendre, et juste garder votre curiosité et votre envie de créer et d'être bon, et vous aurez du boulot bien payé jusque très longtemps. Enfin, et voilà. Je vous souhaite bon courage pour cet engin. La route est encore longue, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Voilà. Merci beaucoup.